Alors voyez, hier j'étais et je suis toujours à Chinon, à côté de Chinon, dans le potager à la française de Anne-Marie Nagel-Essen. Je mettrai un lien en fait dans cette vidéo et c'est dans ce cadre absolument magnifique que j'ai pu donner une conférence avec environ une trentaine de personnes dans un temps magnifique, donc au milieu des plantes, au milieu des arbres, au milieu des insectes, mais en réalité très peu de moustiques, quasiment pas, parce qu'il y a tout un écosystème dans ce jardin qui fait qu'en fait, ce ne sont pas les humains qui sont les proies des moustiques, ce sont les moustiques qui sont les proies d'un grand nombre d'insectes qui sont leurs prédateurs. Donc ici, vous ne voyez pas, mais dans le jardin, là, dans l'alignement de mon doigt, il y a un âne. Là-bas, il y a des ruches. Il y a tout un verger avec des mirabelles absolument succulentes, des prunes bientôt, plein de plantes, d'arbres, de vignes, de broussailles aussi. Enfin voilà, plein de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent ici, donc à Chinon, pour apprendre à développer chez eux avec une technique donc, de jardin en carré à la française qui a été créée par Anne-Marie, donc Nagel-Essen, une forme d'autonomie. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui viennent en couple, des personnes qui viennent seules, des personnes qui viennent avec leurs enfants. Et dans ce cadre vraiment sympa, ils découvrent le plaisir de cultiver des choses qu'on mangera soi-même. Donc, et c'est beaucoup plus facile qu'on ne l'imagine. Et c'est beaucoup moins consommateur de temps et en réalité finalement très peu consommateur d'argent, même si on a un petit bout de jardin. Voilà, donc c'était passionnant. La conférence s'est étalée sur pratiquement 4 heures à nouveau. Et c'était sympa, les personnes m'ont attendu parce que mon périple pour arriver jusqu'à Chinon a duré quasiment 8 heures, hein, puisque je suis venu en train et que malheureusement une biche a traversé la voie devant le train, enfin un train qui nous précédait. Et tout le trafic a été complètement interrompu. La voie étant endommagée, les trains ont dû contourner en fait la zone en question, puisqu'évidemment, comme ça se passait un samedi, c'était compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors le thème de la conférence, c'était vraiment autour des mots et des expressions qui ont été créés essentiellement depuis 70 ans, depuis en réalité étonnamment la création de l'État d'Israël, des mots qui sont créés pour empêcher en fait un véritable débat, empêcher le dialogue, enfermer la pensée. Et voilà, donc je vais publier les vidéos. On n'a malheureusement pas enregistré toute la partie questions-réponses qui me reste à publier au sujet de la conférence de Strasbourg d'il y a une quinzaine de jours. Mais j'ai fait exprès une lettre sur mon Substack qui est développée, qui comportera environ 35 expressions comme ça. Et j'ai préparé ça comme un dictionnaire que j'appelle un dictionnaire de guerre. C'est si quelqu'un vous balance à la face une de ces expressions, comment résister? Comment, quand vous êtes avec quelqu'un qui vous dit mais le vaccin protège des formes graves de la maladie, eh bien comment ne pas accepter cette expression? Sinon vous êtes perdu d'avance, parce que si vous acceptez que le vaccin ou les injections, appelez ça comme vous voulez, la thérapie génie ou l'empoisonnement ou
protège des formes graves, eh bien finalement vous acceptez qu'une partie de la population peut commencer à le recevoir, et puis en fait c'est comme une fuite d'eau, et à la fin vous acceptez, même vous forcez toute la population à le recevoir, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est la dialectique. Et la dialectique qui est faite véritablement pour nous faire du mal, et voilà, j'insiste, découvrez ça, découvrez ces formules, c'est dans mes lettres Substack. Donc, comme je l'ai expliqué depuis un certain temps, maintenant les lettres Substack sont uniquement ouvertes intégralement aux personnes qui décident de prendre un abonnement payant. J'ai expliqué en long, en large, en travers pourquoi c'était comme ça, sachant que comme je souhaite que la vérité soit accessible à tous et que l'argent ne soit pas une barrière, j'offre toujours à ceux qui en font une demande respectueuse, évidemment un abonnement gratuit, puisque évidemment l'idée de pouvoir vivre décemment de ce travail considérable que je fournis, mais pas de priver les gens qui souffrent déjà bien assez, et pour qui quelques euros par mois ne sont même pas envisageables, puisque de toute façon ils ne réussissent même pas à finir leur mois avec l'argent qu'ils ont. Donc je comprends très bien cette situation, et je souhaite qu'ils puissent avoir, comme beaucoup d'autres, le plaisir de lire mes lettres. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, avec 9 autres personnes, on était convoqués par la justice. Jeudi dernier, donc il y avait entre autres Aurélien, connu sous le nom de Zoé Sagan, par la justice suite à une plainte de Brigitte Macron à notre encontre pour harcèlement. Eh bien, je note que le jour de cette audition, entre guillemets, ce qui s'appelle une mise en état, mais on se retrouve chacun les uns après les autres devant le juge, qui nous pose un certain nombre de questions et nous propose de prendre la parole dans le cadre de l'affaire qui nous est reprochée, un tribunal correctionnel. Donc on n'est pas dans un tribunal d'instance ou autre, c'est correctionnel avec une peine de prison à la clé. Eh bien il y avait des grands médias, il y avait BFM, CNews en avait parlé, France Télévisions, le Nouvel Observateur, etc. Et il n'y avait absolument aucun média dissident. Ça vous étonnera pas, hein, ceux qui me suivent savent à quel point, depuis le début, en fait, il y a cette volonté de m'effacer. Alors beaucoup de personnes qui me suivent en vidéo, en conférence, avec mes lettres, avec mon compte X, ont bien compris en fait la raison, et ceux qui n'ont pas encore compris, c'est parce qu'en fait ils n'écoutent pas. En fait, ils ont été incités à écouter en fait tout ce discours destructeur, nauséeux qui a été proféré à mon égard depuis toujours sur mon approche eschatologique de la situation mondiale. Alors ce qui est étonnant, c'est que des gens qui vont à l'église tous les dimanches, qui sont censés croire en Dieu, ne supportent pas que l'eschatologie fasse partie de l'analyse du monde. J'ai moins ce problème d'ailleurs avec les musulmans, peut-être aussi parce que je les respecte depuis toujours, que je considère, comme je l'ai explicité d'ailleurs dans cette conférence, que oui, Dieu a parlé à Abraham. Est-ce qu'Abraham a parfaitement compris tout ce que Dieu lui disait? Je pense. Mais après, l'histoire a peut-être réinterprété différemment les choses. Oui, il a parlé à Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que Moïse a retrouvé en descendant de la montagne? Tout ça, c'est intéressant. Et oui, le Christ est le Fils de Dieu et de Marie. Mais je crois également totalement que Dieu a parlé à Mohamed. Et c'est très important, et c'est quelque chose que beaucoup de catholiques ont énormément de mal à accepter. Donc je l'explique dans cette vidéo, comme j'avais expliqué pourquoi cette année j'avais décidé de faire le ramadan en parallèle à
à mes amis musulmans, d'une part parce que je pense que c'était bien pour moi, et que ce sont des périodes riches pour le dialogue, riches pour le dialogue également avec soi-même, et c'était parfaitement symbolique parce que c'est une lutte contre son ego en fait, un ramadan comme un carême d'ailleurs, c'est apprendre à lutter contre les tentations permanentes de la vie, apprendre à se dire non à soi-même, ne pas boire, ça peut être difficile, même si cette année c'était un ramadan beaucoup plus facile puisque ça se passait pas en été, donc journée plus courte, plus fraîche, donc moins compliqué, mais ça donne une idée de ce que ça peut être à Gaza. Et je vous rappelle d'ailleurs que cette année c'est au moment du ramadan que Israël a recommencé le génocide sur les Palestiniens de Gaza, qui reste au cœur de toutes mes questions et de tout mon intérêt. Donc je vous invite véritablement à rejoindre mes lettres Substack. Je continuerai à faire des conférences, je continuerai à les mettre en ligne. Je vais recommencer aussi à faire des vidéos seul. Je continuerai à faire des vidéos avec Karl Brochu et avec d'autres qui m'invitent. Avant-hier, j'ai eu 4 heures d'interview pour des grandes chaînes nationales. Alors ça vous étonnera pas, ce sont des chaînes russes, donc des interviews pour leurs journaux, mais également des interviews pour une longue interview qui a duré plus de 2h30 pour un reportage en fait, enfin même pas un reportage, ça va être un film, un film reportage entre guillemets, et le sujet ce sont les femmes en politique au sein de l'Union européenne. Donc inutile de vous dire que c'est un sujet passionnant. Si vous regardez un peu à quel point les femmes qui font de la politique depuis un certain nombre d'années, on pourrait dire les femmes des années Macron, font de la politique et qu'est-ce qui les caractérise. Donc je pense que vous serez très intéressé par regarder cette interview. Je pense que elle durera plus d'1 heure, une fois remontée, juste pour ma partie. Et voilà. En tout cas, merci à ceux qui me rejoignent sur Substack, merci à ceux qui m'y soutiennent, mais n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas soutenir, à me faire la demande à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, la demande d'abonnement gratuit. Si évidemment vous pouvez vous le permettre, je vous en prie, faites l'effort, parce qu'en réalité vous allez découvrir, même si vous n'avez pas forcément le temps de lire absolument toutes les lettres que j'écris, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est comme certaines chaînes payantes, c'est comme un certain nombre de choses auxquelles vous êtes abonné. Si vous êtes abonné dans une salle de sport, eh bien vous pourriez être dans cette salle de sport 10 heures, 12 heures ou 15 heures par jour, 360 jours par an, voire plus. Eh bien vous n'allez peut-être y aller que une cinquantaine ou une centaine de fois, et 1 ou 2 heures, voire moins. Pourtant vous prenez l'abonnement parce que en fait vous consommez ce dont vous avez besoin. Eh bien c'est exactement pareil avec mes lettres. Donc les personnes qui disent non mais je ne vais pas m'abonner parce que je ne vais pas pouvoir tout lire, c'est très bizarre, parce que on est manifestement dans des doubles standards, double langage, qui sont en contradiction avec tous les actes qu'on a l'habitude d'accomplir au quotidien. Donc les lettres sont structurées pour que quand vous avez un titre qui vous plaît, quand vous avez une lettre où en commençant ça vous intéresse, vous la lisez, puis d'autres vous pouvez les mettre de côté, vous pouvez les enregistrer, ou vous pouvez aller les lire plus tard dans les archives, parce que vous avez plus de temps et vous prenez de plus en plus de plaisir à lire les lettres. Il n'y a pas d'engagement. Si vous prenez un abonnement et puis vous dites vous avez peur d'être refacturé à la fin de l'année, alors sachez qu'il n'y a pas de risque, parce qu'en fait vous recevez toujours un email quelques semaines avant le terme de l'abonnement pour vous demander si vous voulez continuer. Donc vous pouvez arrêter, mais si vous arrêtez par exemple quelques jours après vous êtes abonné, vous avez le droit quand même de profiter de votre abonnement pendant toute l'année. Et là au moins
si vous aviez le moindre doute, bah, vous êtes sûr que vous ne serez plus facturé. C'est un système Substack qui fonctionne avec Stripe, qui fonctionne avec les banques, donc c'est quelque chose de très éprouvé, de très sûr, parfois un peu compliqué, parce qu'il faut faire 3 clics et pas simplement 2, mais il y a des process de sécurité en fait qui ont l'avantage d'une part de vous sécuriser et de sécuriser les auteurs pour éviter tout litige. Et c'est pour ça qu'en fait sur Substack, vous entendez de plus en plus parler de très très nombreux auteurs à l'international, tous ceux que vous avez l'habitude d'écouter, depuis Seymour Hersh en passant par McGregor, etc., etc. Ils sont tous, absolument tous, sur Substack et c'est devenu l'endroit privilégié pour beaucoup d'entre eux pour communiquer, échanger et finalement créer une forme de média citoyen avec les personnes qui les suivent. D'autant que la base de données des contacts reste la propriété exclusive de l'auteur. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à ma lettre, vous n'allez pas vous recevoir des sollicitations d'autres auteurs de Substack. C'est-à-dire vous recevrez uniquement mes lettres. Et puis petit à petit, si vous dites tiens, j'aime bien ce format, vous pourrez aller voir d'autres auteurs et éventuellement vous abonner à eux. Mais c'est le choix en fait de chaque personne. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous dis à très bientôt. Vous allez voir l'importance des mots. Vous allez le voir d'une part dans cette conférence, d'où il y aura 2 parties. Et vous allez également le découvrir dans ma dernière lettre Substack, donc ce dictionnaire de combat linguistique qui sera également, je pense, un outil à imprimer, à lire, à relire pour ne plus vous laisser faire, ne plus vous laisser intimider par tous ces mots qui sont comme de la dissuasion entre guillemets nucléaire. Voilà, à très bientôt, merci beaucoup. Je vais lancer aussi l'enregistrement. Déjà, je suis très content d'être ici. Puis, je ne sais pas si j'ai apporté le beau temps, amené le beau temps, mais il a l'air d'être là, donc c'est vraiment sympa. Ouais, il y a une actualité qui est complètement folle, hein. Comme vous avez entendu, en fait, j'écris beaucoup. Donc, il y a des gens qui me suivent, hein, ils me prennent plus pour un écrivain que pour un analyste politique ou un commentateur entre guillemets de ce qui se passe, parce que mon plaisir c'est d'écrire en fait. Donc j'adore écrire, mais depuis toujours en fait. Quand j'étais jeune, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires, j'inventais des choses et puis j'ai jamais arrêté. Et donc le monde dans lequel on vit est très propice à ça. Donc parmi vous en fait, qui me suit régulièrement ou pas trop régulièrement? De temps à autre, ça va t'arriver. J'ai vu ton nom arriver comme ça, et puis à un moment donné, ça s'est fixé, Bertrand Cheveur. Quand on m'a invité, je me suis dit, en fait, moi, j'étais pas du tout programmé pour faire ce que je fais maintenant. Donc, alors, anecdote, quand j'étais à l'école, dans les petites classes, pratiquement toujours, les profs me disaient que je serais président, en fait. Donc je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais voilà, parce que j'étais tout le temps un peu délégué, j'étais président du bureau des élèves dans les écoles. J'ai toujours aimé m'investir en fait dans ce que je faisais. C'est-à-dire si je fais quelque chose, je le fais passionnément. Donc, mais peu importe avec qui je le fais passionnément, mais avec des valeurs qui sont les miennes. Donc si je sens que c'est pas bien, je pars en fait. Et donc c'est un peu l'histoire de mon parcours. Donc en 2 mots pour les personnes qui me connaissent pas trop, en fait je suis le 2e d'une famille de 4 enfants qui ont plutôt bien réussi tous. Moi j'ai fait des longues études, donc j'ai commencé par un bac C, mention très bien, j'étais prépa à Louis-le-Grand.
Ensuite, je suis devenu ingénieur civil des mines. Ensuite, je suis devenu ingénieur d'une école qui s'appelle l'École nationale supérieure du pétrole et moteurs. C'est à l'Institut français du pétrole, dont je suis aussi géophysicien. Donc c'est un peu le niveau le plus élevé en fait en mathématiques appliquées à la physique ou géologie, enfin un peu ce que vous voulez. Donc c'est l'image du sous-sol. Et en parallèle, j'ai fait Sciences Po, dont je suis également diplômé. Et puis en même temps, j'ai fait un service militaire comme officier. Donc, et j'ai commencé à travailler en fait dans la banque en fusion-acquisition dans une banque un peu connue qui s'appelle Lazare Frères. Donc après j'ai fait d'autres métiers et principalement dans le conseil en stratégie. Pas chez McKinsey, mais j'aurais bien voulu en fait. Ça m'aurait pas du tout dérangé parce que en fait ce qui compte c'est de réaliser que en fait les personnes qui travaillent dans ces boîtes-là ne sont pas des gens qui sont mauvais, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. En fait, ils essaient juste de bien faire leur boulot sans forcément comprendre en fait qu'ils sont des rouages d'une mécanique qui peut les dépasser sur un certain nombre de sujets. En fait, c'est ce que j'explique parfois aux personnes qui me disent « Oh là là, mais j'ai donné mes économies à tel complotiste ou à telle personne, on ne peut plus faire confiance aux banques. » Alors que tous les dimanches, la personne en question mange en famille et que ses cousins, nièces, etc. travaillent dans des banques. C'est des gens super honnêtes et les banques ne sont pas des gens qui sont malhonnêtes par nature. C'est juste que les lois sont faites pour petit à petit en fait, rendre la vie difficile aux personnes. Par exemple, moi j'étais ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris. Donc c'est quand même pour des tweets en fait, pour m'être retrouvé lié très indirectement à l'affaire dite Brigitte Macron, qui, pour ceux qui me suivent, n'est pas du tout un sujet qui m'intéresse ni de près ni de loin, puisque moi ce qui m'intéresse c'est très, en toute modestie en fait, c'est quelque chose qui englobe toutes ces questions-là en fait. C'est comment est-ce qu'on peut avoir à la tête d'une puissance nucléaire des gens qui sont totalement inconnus, un couple inconnu. On est une puissance nucléaire, on est membre du Conseil de sécurité de l'OTAN, des Nations Unies, pardon, des Nations Unies, et on ne sait absolument rien de l'enfance du couple présidentiel. On sait que lui était élevé par une grand-mère, mais qui n'existe plus, donc il y a des références à des livres qu'elle lisait, à des choses qu'elle lisait. Il y a plein d'informations très étranges, et elle également. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas de connaître la réponse à ces questions, qui n'a en réalité aucun intérêt, c'est quelle est la dynamique qui peut être mise en place, qui permet en fait cet inconnu, ce mystère. C'est comment, dans les années 2000, comme c'est notre cas, on peut, à ce point-là, effacer des existences complètes en fait. C'est-à-dire, si j'étais romancier, pour ceux qui me suivent, si j'étais Colombo ou quelqu'un, je me dirais mais il y a un truc là, c'est pas normal. Hein. Et c'est ça qui est très perturbant pour moi. Et comme j'ai une formation très scientifique, j'ai un côté très rationnel, très cartésien entre guillemets, j'essaie de comprendre les choses. Et je suis arrivé à un blocage en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique à cette descente aux enfers en fait. Comment est-ce qu'on met dans la Constitution l'IVG? Comment on réussit en France à faire passer l'euthanasie à la carte dans la loi? Comment est-ce qu'on réussit à augmenter de 1000 milliards l'endettement du pays pendant la période du Covid pour des résultats assez médiocres, pour ne pas dire minables? Comment on réussit à avoir quelqu'un qui est considéré par tellement de monde comme une personne très médiocre et qui pourtant réussit parfaitement absolument tout ce qu'il entreprend? Il fait des dissolutions, il fait des fausses négociations de paix, il fait
En fait, tout ce qu'il fait, les gens pensent qu'il va être lâché, qu'il va se planter, et il en sort invariablement lui-même renforcé, et les gens qui sont censés être en face de lui sont affaiblis. Donc je ne sais pas si vous avez écouté, mais il y a 4 jours ou 5 jours, il était au cirque d'hiver à Paris. Et il nous a annoncé, alors pas face caméra, mais il savait qu'il y avait plein de caméras, qui comptait sur ses fans en très petit nombre, n'empêche qu'il sera élu largement, sur eux pour 2027 et 2032. Vous savez bien qu'il ne dit pas ça par hasard, il ne dit pas ça pour provoquer, il dit ça parce que, et j'y reviendrai, un pacte pour être valide doit être conscient. C'est-à-dire que ceux qui négocient un pacte avec Macron doivent savoir ce qu'il a en tête et quels sont ses projets. Et il le dit tout le temps d'ailleurs. C'est mon projet, c'est mon projet, c'est mon projet. Et on ne peut pas dire qu'on ne savait pas en fait. Il nous dit tout le temps, parfois sous la forme de lapsus, parfois sous la forme de photos, parfois sous la forme de conversations. Par exemple, avant les législatives, il avait été interviewé par quelqu'un d'assez peu connu, entre guillemets, ni par les complotistes, ni par personne, un petit blogueur, et il avait expliqué que ces décisions, il les prenait par transcendance. C'est quand même pas neutre quand un président de la République explique ça. Donc on avait Chirac qui avait fait une dissolution, mais il le faisait lui par intuition, par instinct. Il pensait que c'était le bon moment, les autres pensaient que c'était une mauvaise idée, puis finalement il y a eu une cohabitation avec Jospin, puis finalement il a été réélu. Chirac. Donc il avait bien fait d'agir comme ça, il avait eu le bon sens politique. Mais Macron, c'est pas du tout un sens politique, c'est des décisions par transcendance qui font d'ailleurs qu'au deuxième tour de l'élection législative en question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 66,6% de taux de participation. Donc en fait, il l'annonce et c'est signé. Il a été élu une première fois avec 66,6% des voix. C'était 66,06, mais 66,06 se lit 66,6. Si ça avait été 66,60, ça se lirait 66,60. C'est vraiment important en fait, tout est signé. Le numéro de téléphone qu'il faut appeler en ce moment pour si vous avez trop chaud, ça finit par des 6 en fait. Alors il n'y a pas 6, mais il y en a 5. Le budget de l'État cette année, il est de 1666 milliards. Et ils nous le disent, hein, quand il y a eu le Covid, non seulement le numéro de téléphone c'était 666, mais en plus, l'aide qui a été accordée à la presse était de 666 millions d'euros. Encore une fois, moi j'adorais inventer ces chiffres, mais ils sont là. Et ce chiffre apparaît avant en fait, mais de façon anecdotique, parce qu'on n'est pas préparé à ça. François Mitterrand est mort. Ah oui. Et quand il est mort, il avait demandé quelque chose d'hyper précis. Il avait demandé à ce que l'immatriculation du corbillard soit 666. Évidemment, il l'a eu. Donc ils sont allés chercher dans un autre département un corbillard qui avait la bonne immatriculation. Emmanuel Macron, le lendemain de son retour de Beyrouth, où il était allé visiter Beyrouth suite à l'explosion, il était à Brégançon, il a fait du jet ski, et le jet ski était immatriculé 666. Et des 666, on en a partout. Alors évidemment, moi j'y prêtais pas tellement attention au début, j'avais le sentiment que c'était quelqu'un d'extrêmement bizarre, pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, c'est l'intuition. Alors quand vous essayez d'être rationnel, vous dites il a quelque chose de diabolique, vous l'évoquez avec les gens, puis on vous regarde comme un extraterrestre, quoi. Mais bon, ça amuse un peu tout le monde quand même, c'est des sujets, mais
avec le Covid, les sujets qui sortaient un peu de la science, qui sortaient, sont devenus dangereux. Donc d'un seul coup, dans les dîners, tout le monde devenait méfiant, tout le monde était très prudent, etc. Et puis il y avait la perspective en fait qu'il soit réélu en fait. Il avait été élu une première fois en 2017 dans des circonstances incroyables. Il n'est pas connu. Il vient entre guillemets du monde de la finance, mais dans des circonstances un peu particulières, puisqu'il est élève de l'ENA, dont il a été diplômé, mais c'est la seule promotion dans laquelle le classement a été annulé. Mais malgré l'annulation du classement, il est quand même resté... lui, il n'était pas à la Cour des comptes, il était voilà, inspecteur des finances. Et là où il y a beaucoup de suicides. Voilà. pas dans cet étage-là de l'inspection des finances. C'est passé haut peut-être. Et il rejoint en fait une grande banque qui s'appelle Rothschild. Alors il a ce qu'on connaît de sa vie est assez incroyable parce que on n'en connaît pas grand-chose, mais on dirait que toute sa vie, en fait, il y a un tapis rouge qui est déroulé devant lui depuis sa naissance le 21 décembre 1977. Le 21 décembre 1977. Alors, il faut savoir que le 21 décembre, c'est un jour très particulier, puisque c'est le jour de la nuit la plus longue, en fait. C'est le jour le plus court de l'année, c'est le solstice d'hiver, et donc c'est la nuit la plus longue. Alors, souvent, on regarde les jours par rapport à l'agenda. On se dit, tiens, quelqu'un qui est né le 6 juin 1960. Mais en fait, les mois, tout ça, ça n'a aucun sens parce que si vous êtes perse, vous n'avez pas le même agenda. Si vous êtes... enfin, ça, c'est quelque chose qui est lié à une tradition. Donc, nous, c'est un calendrier augustin, je crois, qui démarre avec la naissance du Christ, qui me va très bien. Mais en revanche, le soleil a du sens. Dans l'hémisphère nord, qui nous concerne, on a le 21 juin, c'est le jour le plus long. Le 21 décembre, c'est la nuit la plus longue. Donc c'est très symbolique d'être né le 21 décembre, si tant est que ce soit la vraie date, mais c'est déjà un premier message. Et en plus, si vous additionnez les chiffres, je vous laisse le faire, 21 décembre 1977, vous verrez que ça fait un total bizarre qui vous rapproche d'un 666, c'est pas possible. Et donc, il est né à Amiens. Et Amiens, c'est une ville qui a beaucoup de caractéristiques. D'abord, elle a une cathédrale qui est une des plus grandes cathédrales de France. Elle a la plus grande nef, plus grande que Notre-Dame. Alors à côté, il y a Beauvais, c'est plus haut, mais enfin bref. Mais surtout, la cathédrale d'Amiens, elle a une rosace et qui a une caractéristique très très particulière qui n'existe que dans cette cathédrale. La structure de la rosace, la structure interne de la rosace, c'est un pentagramme inversé. Et un pentagramme inversé, c'est de tout le temps le signe du diable, en fait. C'est Belzébuth. En fait, si vous prenez un pentagramme inversé, en fait, vous avez les cornes, les oreilles et le bouc. Alors c'est drôle parce que il y a eu beaucoup d'images avec des boucs noirs avec un collier rouge et le chien Nemo, Omen. Omen, ça veut dire la malédiction. Donc le chien, il s'appelle Nemo. Donc il y a 1 milliard de signes. Mais revenons donc à son parcours. Donc il rentre chez Rothschild et très vite en fait il devient pote avec quelqu'un qui s'appelle Peter Brabeck, qui est chez Nestlé, et il sert de passerelle entre Nestlé et Pfizer. C'est fou quand même, toutes ces boîtes qui vont avoir un tel
impact sur nos vies, il est un pont entre ces gens-là, qu'il n'a jamais fait de banque d'affaires, il fait une opération incroyable pour laquelle il n'aura sans doute pas de rémunération, puisqu'il est très pauvre en fait, Emmanuel Macron, il n'a pas de biens, il n'a pas d'argent, il a été associé gérant, ce qui est un titre très élevé en fait dans cette banque. Il est le plus jeune de l'histoire de la banque Rothschild à avoir ce titre, et il est pauvre. D'ailleurs, il était très content de raconter qu'il avait des costumes qu'il achetait dans une boîte de semi-mesure à 400 € et pas comme ses prédécesseurs à quelques milliers d'euros, alors qu'il avait quand même fait augmenter son salaire, dont on ne sait pas ce qu'il fait. Et en réalité, tout ça n'a aucune importance. Je le dis juste pour dire que je le sais, mais ça n'a aucune importance. Toutes ces informations, c'est un peu ce que tu disais, elles sont faites un peu pour être du café du commerce et pour donner tous les jours des brochettes d'informations pour des télés qui font 5 heures, 8 heures, 10 heures d'émissions qui n'ont aucun sens, mais on se dit, ah ouais c'est vrai, qu'est-ce qu'il fait de son argent, qu'est-ce qu'il fait de machin. Et tout ça, c'est du divertissement en fait, c'est de la distraction. Parce qu'en réalité, peu importe, c'est pas ça qui est en train de changer fondamentalement nos vies. Ce qui est en train de changer fondamentalement nos vies, c'est qu'il y a un génocide à Gaza. Ça change fondamentalement nos vies, et j'y reviendrai peut-être dans la deuxième partie, une fois que j'aurai fini cette première partie où je parle d'Emmanuel Macron. Mais ça change fondamentalement nos vies. La manière avec laquelle les grandes puissances mondiales sont en train de se regarder par rapport à ce problème qui est central également pour elles, peut changer et va changer complètement nos vies. Mais en tout cas, Macron est chez Rothschild. Et je vous rappelle, à toute fin utile, que son interlocuteur chez Nestlé est devenu le nouveau patron du World Economic Forum. C'est quand même fou, toutes ces coïncidences, ces personnes vraiment fascinantes. Et c'est très important, parce que Nestlé est une boîte extrêmement particulière. C'est une boîte qui est dans le domaine de l'eau, et l'eau c'est vraiment le cœur de la vie. On voit un peu là, il n'y a pas de quadrillage, il n'y a rien du tout, mais on sait que dans le ciel il y a des choses très bizarres en fait, récurrentes qui se passent, et maintenant c'est un peu dans le domaine public, c'est plus un complot d'évoquer ça. Mais Nestlé, c'est l'eau, mais Nestlé, c'est aussi une société qui est différente. Elle est spécialisée dans l'alimentation infantile. Et d'ailleurs, c'est ça le business qu'ils avaient récupéré chez Pfizer. Enfin, il y avait un truc dans les animaux, alimentation infantile, etc. Mais c'est surtout donc une boîte qui est capable de séparer très tôt un bébé de sa maman. Puisqu'en fait, ils fabriquent un lait qui se substitue en fait à la maman. Donc c'est une société qui a comme cœur de métier de se substituer aux mères. C'est très important, parce que ceux qui me lisent savent que j'ai identifié des personnes comme particulièrement dangereuses, et évidemment lui fait partie, Peter Brabeck, de ces personnes-là. Parce qu'en fait il a structuré cette boîte sur une très très longue période. Il était le patron de cette boîte sur une très très longue période. Un peu comme Anthony Fauci, qui est resté pendant 27 ans le patron d'une petite direction à l'intérieur de la santé américaine spécialisée dans les virus. Donc il avait déjà fait pas mal de choses, il a fait parler de lui au moment du sida. Et c'est comme en fait il attendait tapis cette grosse crise dans laquelle on sait tous qu'il a eu un rôle important, mais un rôle de rouage en fait. Alors que Brabeck, Macron, d'autres dont je parle au fur et à mesure, c'est pas du tout des rouages en fait. Là on est avec des ressorts en fait du système. Mais tout ça c'était plein d'informations diffuses, sensations. Voilà. J'avais déjà identifié en fait Macron pour différentes raisons. Ceux qui connaissent mon parcours, en fait j'ai un parcours, je vous évoquais les diplômes, mais un parcours de vie aussi assez particulier en fait, que j'étais marié avec une nièce de Bernadette Chirac, donc Chaumont-Courcelles. J'étais associé plusieurs fois avec Jacques Attali, donc
Alors en général, ça fait fuir la moitié de la salle. C'est clair, oui. En 2 mots, les circonstances, j'étais dans un grand cabinet de conseil et j'allais créer une société. Au début, c'était prévu que ce soit une filiale en fait dans le cabinet en question, sauf que la boîte fait une grosse fusion-acquisition et dans le groupe racheté, ils ont une activité similaire à celle que j'ai envie de lancer. Et donc on me propose de monter ça, de monter une filiale française de cette société-là. Ça ne m'intéresse pas, donc je dis que je vais partir pour faire ce que j'ai prévu de faire. Et le patron du groupe me dit, bah, écoute, si tu veux, je peux t'aider à trouver des investisseurs. Et entre autres, Jacques Attali. Je dis, bah, pourquoi pas. Il prend son téléphone et le lendemain, j'avais un rendez-vous. Et puis après, en fait, à chaque fois que j'ai eu d'autres projets, en fait, il a réinvesti, en fait, mais comme un investisseur. Parce que si vous faites gagner de l'argent à quelqu'un, peu importe, moi, personne ne me demandait de faire mon métier différemment, comme personne ne me dit ce que je dois vous dire aujourd'hui, comme personne ne m'a jamais dit ce que je devais faire, à part si mon métier était correct, si on m'a jamais demandé de sortir, entre guillemets, de ce qui me paraissait juste. Et c'est presque, entre guillemets, quelque chose qui devrait en réalité rassurer tout le monde, parce que en fait, quand pendant aussi longtemps, tous les gens avec qui vous avez travaillé investissent dans tous les projets que vous lancez, ça montre plutôt que vous êtes quelqu'un de fiable, honnête, loyal, etc. Puisque j'ai créé une galerie d'art en 2023 et pratiquement toutes les personnes avec qui j'avais travaillé dans ma vie sont venues investir dans la galerie. Alors ça, c'était en 2013. En 2014, en fait, si vous connaissez un peu les dates, il y a eu une guerre à Gaza. Et j'ai exposé en fait des artistes qui ont peint sur la guerre de Gaza. Et donc j'ai perdu un certain nombre d'associés à ce moment-là. Mais c'était, je savais qu'il y avait un risque, mais pour moi, c'était évident que ça faisait tellement d'années qu'il y avait le massacre des Palestiniens qu'on n'était pas dans l'actualité en décrivant ce qui se passait là-bas. On était dans quelque chose qui était fondamental et structurant du monde dans lequel on vit. Donc le fait d'avoir un ghetto comme ça qui est écrasé de façon récurrente, de façon planifiée, de façon instrumentalisée, etc. C'est pas comme quelque chose qui pourrait se passer quelque part dans le monde et qui n'a pas eu de précédent et qui n'aura pas de suite. Parce qu'en général, une galerie, c'est pas un magazine People, c'est un endroit où on discute de sujets forts. Et le tableau principal de l'exposition, c'était un petit enfant en fait avec une kippa et qui avait un maillot de bain qui dessinait en fait le drapeau d'Israël et il écrasait un château de sable dans lequel en fait il y avait des petits soldats en plastique qui représentaient une maman avec son enfant, un vieux monsieur, enfin qui représentait en fait ce que c'est. Et ce que l'artiste voulait dire, c'est qu'en fait, il y a une telle disproportion de force entre les deux, qu'en fait, le plus petit être humain d'un côté du mur a les moyens de détruire la totalité des êtres humains de l'autre côté du mur. Bon, bah, l'artiste qui a fait ça, c'est un artiste colombien. Et je ne vous dirai pas comment il résume cette situation, en tout cas pas en direct, enfin pas à la caméra, mais je pensais que c'était très important de montrer ça. Et il y avait d'autres personnes, d'autres artistes, mais voilà. Donc en fait, ça c'est le rôle d'une galerie d'art, mais c'est aussi le rôle d'un journaliste citoyen en fait, c'est de parler des sujets qui dérangent. Parce qu'une galerie c'est un média en fait, c'est-à-dire vous mettez un contenu sur les murs ou dans la pièce et vous attirez des gens qui viennent voir le contenu. Un stade, c'est un média. Vous mettez un match de foot et il y a des gens qui viennent regarder le match. Un journal, c'est un média. C'est-à-dire vous décrivez des infos, vous annoncez des infos, vous faites quelque chose et vous avez des gens qui viennent regarder ce que vous faites. Et donc vous essayez d'accroître votre audience, soit en faisant du buzz, soit en faisant
des offres spéciales, soit en faisant de la qualité avec un bouche-oreille en fait qui va attirer vers vous du monde. Donc voilà, donc moi j'avais cette galerie. À ce moment-là, je vous dis, j'ai quelques associés qui sont partis parce qu'ils ne voulaient pas être liés à ça. Mais en revanche, ça ne les dérangeait pas du tout d'être liés à moi, puisque quelques mois après, dans d'autres choses, j'étais de nouveau, puisque j'avais aussi en parallèle un cabinet de conseil en stratégie, et cette fois c'était le mien, qui est spécialisé dans les infrastructures sportives, parce que j'avais été pendant 4 ans à la direction générale du Stade de France. J'étais un des directeurs généraux du Stade de France, et je m'étais occupé en fait de stade pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc j'ai eu beaucoup de vie en fait. Et j'étais à une époque même dans un cabinet de conseil en stratégie qui était spécialisé dans le domaine de la santé, qui était très spécialisé dans le domaine des vaccins et dont un des associés était le petit frère de Nicolas Sarkozy et qui a aussi été un de mes associés dans la galerie. Donc en fait les gens qui essaient de trouver des choses surprenantes sur moi, c'est le bottin mondain en fait. J'ai des articles dans Paris Match, j'ai des articles partout parce que si j'ai une galerie en fait, elle va bien faire le job hein, puisqu'on s'est développé, on a ouvert 2 filiales aux États-Unis, une filiale en Suisse. C'est une grosse galerie avec des artistes du monde entier, africains, enfin sénégalais, africains du Sud, algériens, marocains. Colombiens, argentins, américains, canadiens, russes, japonais, chinois, enfin bref, j'ai fait des centaines d'expositions, je faisais des dîners, voilà, et dans les dîners par exemple, j'avais une habituée des dîners qui venait presque à chaque fois, il y avait Madame Chaban-Delmas par exemple, donc c'est juste pour vous dire, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans le buzz, au contraire, elle sort, donc c'est, voilà. Donc évidemment, ça me prédispose pas à venir faire une conférence dans un jardin. Moi, j'avais plutôt l'habitude de parler devant 2000 personnes, avec voilà, d'avoir des interviews avec les Échos, l'équipe ou machin. Enfin voilà, il y a 20 ans, je signais des articles dans ces journaux-là en fait. Mais c'est comme ça, voilà. Donc en fait, en 2000, alors je saute plein d'étapes, hein, mais je crois qu'on va passer un peu de temps ensemble, donc vous aurez tout le loisir de poser des questions. Mais il y a quelque chose qui se développe, entre guillemets, qui s'appelle le Covid. Donc ça a commencé en 2019. Et comme moi, j'ai toujours été très, comment dire, sensible à toutes ces questions-là. Et quand je dis sensible, c'est très sensible. C'est-à-dire en 5e, à l'école, on parle de la conquête de la Lune. Le prof parle de ça et moi je dis qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Donc vous voyez que c'est des conneries en fait. Une autre anecdote, peut-être même encore plus drôle, alors ça c'est une légende familiale. Je l'ai vécu mais j'en ai aucune mémoire. Mais quand j'avais 2 ans et demi, 3 ans, je parlais déjà beaucoup. Et donc on est à l'église avec mes parents, et je parle tout le temps en fait. Et on me dit, il ne faut pas que tu parles ici, tu ne dois pas parler ici. Et évidemment, quelques secondes après, le curé parle, et je hurle, et pourquoi lui parle? Donc non mais c'est, voilà, je supporte pas les règles que je comprends pas, je supporte pas l'injustice, je supporte pas non mais c'est un côté moi ça me, alors parfois les gens me disent mais pourquoi tu t'occupes de ça, tu devrais juste nous parler des choses importantes, etc. Pourquoi tu t'intéresses à Jovanovic, pourquoi tu t'intéresses à ça? Mais parce qu'en fait c'est essentiel, hein. C'est-à-dire si vous êtes médecin et que vous allez faire un diagnostic avec un patient qui est une société en fait, et que vous ne dites pas en fait tout ce qui va mal, que vous dites que ce que la personne a envie d'entendre qui va mal, ben vous n'avez aucune chance de la soigner. C'est impossible. Parce que le problème c'est que c'est multiforme en fait. Il y a souvent un gros problème, mais
et d'autres problèmes, mais qui sont liés en fait, qui renforcent le gros problème. Et si vous êtes juste à géométrie variable, que vous vous intéressez qu'à ce qui vous rend populaire, il faut changer de métier. Parce que vouloir être populaire, comme tu disais dans la guerre, Anne-Marie, on n'est pas populaire en fait, c'est pas possible. De tout temps, on sait que celui qui annonce la vérité, c'est le premier qui passe. Alors bon. Mais non, en fait, en plus, je prétends même pas annoncer la vérité. Donc le Covid arrive. Et là, je me dis, merde, ils le font. Ils le font. Et ça y est, c'est parti. Et parce qu'en fait, évidemment, je sais tout de suite que c'est... vous voyez, j'ai fait du conseil en stratégie. Donc, je vois le type de vocabulaire qui sort, je vois la machine qui se met en marche. Donc, je sais qu'on n'est pas face à un travail de médecin, on n'est pas face à un travail d'homme politique, on est face à un travail de stratège de très très haut niveau, d'orfèvre de la stratégie et du conditionnement en fait. Donc moi je le vois en fait. Vous voyez, c'est... Pardon ? C'est qui ? Ah ben on va en parler. Parce que sinon, si j'arrive tout de suite à une partie de la réponse, plus personne va m'écouter. Non, vous voulez que je saute Non mais parce que je sais ce que je vais dire, mais je ne sais pas encore comment je vais le dire. Alors, là, vous m'enlevez mon effet, parce que même moi, je découpe ce que je dis au fur et à mesure. Et donc, ça arrive. Et là, vous savez, c'est comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose, si vous avez vos antennes partout, on se met à entendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent non mais ça vient des Jeux Olympiques militaires parce qu'en fait à Winnipeg il y a machin, il y a un laboratoire P4 américain où ils font du gain of function et c'est sorti de là-bas et tu sais ils avaient raconté qu'il y avait des gens qui fumaient des cigarettes électroniques et qui ont eu des gros problèmes, ils sont morts, etc. Et il y a 1 milliard de pistes qui partent dans tous les sens, plein de bruit, mais tout ça est vachement contrôlé, extrêmement canalisé, et il y a des personnages qui sortent, entre guillemets, dont Montagnier, Raoult, dans un camp, et d'autres dans l'autre camp, et il y a un vocabulaire qui sort, qu'on n'avait jamais entendu comme ça, c'est... le mot la science a dit. C'est la science. C'est l'autorité de la science. Donc on est vraiment dans une version planétaire de Milgram en fait. L'autorité scientifique va parler. C'est comme ça, on sait. Et le mec avec sa... Dans l'université, vous connaissez l'expérience de Milgram, hein, il a sa blouse blanche, il représente l'autorité et il dit voilà c'est ça, c'est pour la science et il va falloir faire ça, mais monsieur c'est dangereux, c'est en phase d'essais cliniques, c'est en phase de machin, non, on a fait la balance bénéfice-risque, il faut y aller, on investit, tous les pays sont d'accord, tout le monde est d'accord, on donne des milliards. Trump fait l'opération Warp Speed. Il donne des milliards à quelques boîtes en fait pour développer ça. Et il se passe un truc très étrange qu'on va découvrir plus tard. C'est qu'une technologie qui n'a jamais fonctionné, même pas sur les poulets, qui était la seule fois où ça avait été essayé à grande échelle, qui s'appelle l'ARN messager, va être imposée quasiment à tous les êtres humains de la planète. Alors, je reviens au côté scientifique, hein. C'est-à-dire, ça n'a jamais marché. Ils ont essayé avec des poulets, catastrophiques, ils avaient la tremblante de la vache folle, du machin, enfin je ne fais pas le truc, vous pourrez retrouver ça très facilement. Donc ils avaient essayé de vacciner des poulets avec ça, ensuite à H1N1, puisque tout ça c'est les cycles en fait, c'est lié. Cette technologie ne fonctionne pas et surtout c'est une technologie de reprogrammation
j'insiste bien, de l'humain. Et ils nous le disent. On est vraiment dans le vocabulaire informatique. Alors après, vous allez voir, tout converge. L'intelligence artificielle, les virus, les antivirus, les machins, enfin, ils nous disent, voilà, il y a une technologie, en fait, on la met à cet endroit, et depuis cet endroit, elle va dire au corps ce qu'il doit faire. Et là, ils font un truc incroyable, ils changent la définition du mot vaccin. Le mot vaccin change de définition, et c'est très important de changer la définition du mot vaccin, parce qu'en fait, toutes les règles qui vont mettre en branle dans cette période-là ne fonctionnent que pour un vaccin. Et que dans le cas où ce vaccin est la seule solution thérapeutique possible pour traiter une épidémie en forte urgence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des garde-fous qui tombent quand c'est le cas d'un vaccin. Mais ce qui s'était passé aussi à cette époque-là, et qui me met un peu la puce à l'oreille, c'est que juste quelques semaines avant l'annonce de cette maladie qui va pratiquement contaminer tout un paquebot au large du Japon parce que quelqu'un a touché une poignée de porte après s'être gratté sous le nez. Vous ne suivez pas? Non mais vous vous rappelez ce paquebot, le monde entier, c'est pour ça, c'est là où vous voyez cette opération de stratégie qui est incroyable, parce qu'en fait c'est que des images fortes, mais qui sont dans dans la bonne séquence en fait. Et donc ils changent la définition du mot vaccin, ils changent toutes ces choses-là, et on se retrouve avec tous les jours un croque-mort qui vient à 7 heures pour nous faire le décompte des victimes, et à 8 heures, on nous demande d'aller à la fenêtre et d'applaudir. Incroyable quand même. C'est-à-dire un conditionnement inimaginable de tout le monde, c'est-à-dire il vérifie à quel point, en fait, on est capable de devenir les tortionnaires de nos âmes, en fait. C'est-à-dire, on se met à la messe pour écouter ce qui s'est passé. Et les chiffres en plus qui sont annoncés sont ridiculement bas. Enfin, mais ça donne l'impression d'être extraordinairement grave. Pourquoi? Pas à cause du chiffre. C'est comme pour du masque. Ouais, pas à cause du chiffre, mais à cause du déploiement. L'armée est impliquée. Ils construisent des hôpitaux militaires. Ils utilisent des avions militaires pour déplacer les gens d'un endroit à l'autre. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez tout le système des médias, là, qu'ils soient médias dissidents ou autres, vous n'écoutez pas la réalité, vous n'entendez pas ce qui est dit, vous voyez en fait la mise en scène. Et la mise en scène, c'est le message. Donc, le message, c'est pas il y a des morts, il y a des machins, il y a des trucs, c'est toute l'armée française est mobilisée, tout le machin, on a des images, enfin, on a l'impression que la Terre c'est la Lune, les médecins, bah, vous avez tous vu ça, ils mettent 20 minutes pour s'équiper, ils ont des sprays, des machins. Donc la maladie la plus dangereuse du monde, on vous dit que pour vous en protéger, il faut mettre un truc devant votre visage. Mais ça peut être une écharpe, ça peut être un truc fabriqué par votre grand-mère, par vos trucs, et il faut prendre le métro, mais il ne faut pas prendre un café debout, pas entre 6 h du matin et 6 h du soir à 6, mais si vous êtes 5, c'est bon. Donc 6, 6 h du matin, 6 h du soir, pas plus que 6. Et l'a mis dans la cuisine. Mais ça fonctionne, et ça fonctionne tellement bien qu'en fait on va écrire nos autorisations de sortie de prison nous-mêmes. Donc on est prisonnier chez nous. Et je peux vous dire qu'on est vraiment prisonnier chez nous, parce que moi je suis rentré d'un voyage, je n'étais pas vacciné ni rien, et dans ces cas-là, on vous met de côté, alors vous l'ignorez, hein, sinon vous prenez d'autres précautions, et là vous êtes dans un truc où on va vous faire un PCR, on va vous tester, etc. Ça, c'est une grosse connerie aussi. Et moi, évidemment, ils découvrent que je suis malade au dernier degré. Et donc, décision de justice, vous êtes mis en quarantaine chez vous
Et les gendarmes viennent pour vérifier. Ah bah si, moi je les ai eu 2 fois. Et une autre fois, en fait, je revenais de Russie. Et là, vous n'avez même pas besoin d'être malade quand vous revenez de Russie. C'est automatique. C'était un pays violé. Personne ne sait pourquoi. Il y avait plein de problèmes ailleurs. Mais la Russie était violée. Donc automatiquement, c'était une quarantaine. Et là, c'est la police qui vient vous voir quand vous êtes... le conflit en Ukraine, déjà. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah non, mais ça fait très longtemps que ben, vous savez, le fait d'avoir dit aux gens d'arrêter de chauffer au gaz, de machin, etc. Tout ça, c'est des anticipations depuis très longtemps de cette situation. La décision, entre guillemets, d'en découdre avec la Russie, elle est inhérente à Emmanuel Macron. En fait, elle est inhérente à toute personne qui est connectée d'une manière ou d'une autre au Khazar. Et je vais y revenir. Londres y est pour rien, parce que ça fait un petit moment que les Anglais... Non, parce qu'en fait, il y a 2 peuples qui se sont battus, entre guillemets, avec les Khazars. Ce sont les Perses, les Iraniens, c'est l'époque un peu Babylone, etc., sorcier de Babylone, et les Russes avec les Khazars quand ils étaient installés en fait dans les plaines au sud de Kiev. Enfin les Russes. À l'époque, l'Ukraine ou Kiev était russe, donc c'est un peu compliqué. On est un peu perdu aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'ils sont ennemis, mais en fait c'est le même pays. Et donc on a le Covid démarre. Et là, je me dis, là, il faut que je me consacre à ça, en fait. Voilà, c'est comme ça, fini les voyages, les galeries, le truc. C'est tellement important ce qui se passe qu'il faut s'y consacrer. Mais évidemment, je n'ai pas du tout l'intention d'être journaliste. Hein. C'est... moi, mon métier, c'est d'aider les gens à travailler ensemble et à bien le faire. Donc de prendre des personnes et de les amener à mener à bien un projet. Alors ça peut être moi qui, dans ma propre société, mais de créer une équipe et que ça fonctionne en fait. Donc ça, c'est mon truc. Et donc je me dis, voilà, les journalistes, les gens dans... Il y a beaucoup de personnes qui sont depuis très longtemps... journalistes, enfin, depuis le début d'Internet en fait. Mais tout ça, c'est très morcelé, c'est assez peu organisé. Et surtout, ils sont tout le temps dans la réaction. Donc, vous savez, c'est comme... c'était un peu la spécialité de Sarkozy. C'est-à-dire, il crée tout le temps un événement, ce qui fait qu'en fait, les commentateurs, ils étaient tout le temps 3 événements en retard sur lui. Mais ils ne s'en rendaient pas compte. Puisqu'en fait, comme les personnes qui les écoutaient étaient 5 événements en retard, ben, ils étaient toujours en avance en fait sur les gens en retard. Mais Sarkozy était déjà en train de faire d'autres trucs. Et donc, en fait, quand les gens comprenaient un problème, ben, ça n'intéressait plus personne en fait. Et donc là, j'essaie de leur expliquer qu'en fait, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont se battre, entre guillemets, sur quelque chose, peu importe le résultat qui sera obtenu, il sera obtenu quand la guerre sera finie sur la chose en question. Or, une guerre, elle se gagne jamais sur le tapis vert. Elle se gagne ou elle se perd pendant le conflit. Mais après, les gens qui disent je m'excuse et tout, c'est un peu ce qui se passe à Gaza quand on annonce pour bientôt un cessez-le-feu et qu'il faut faire la paix et faire la fête et qu'il mérite un prix Nobel. Ça fait 2 ans qu'il y a un génocide. Enfin, il faut être vraiment... je suis désolé, je vais dire, mais il faut être un débile profond pour dire waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous trouvez que c'est magnifique? C'est pas du tout magnifique. C'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait, ça va permettre ce cessez-le-feu de négocier le fait que tous les criminels, en fait, ne seront plus poursuivis, ne seront plus attaqués parce qu'ils auront eu la gentillesse de faire ça. Donc les procédures s'arrêteront. Puis dans 3 mois, ça recommencera. Et là, cette fois-ci, ce sera définitif parce qu'invariablement, mais ça, c'est vraiment des méthodes où en fait, on court sans arrêt, sans comprendre ou sans accepter de comprendre parce que ça aurait l'air d'être
complotiste, en fait, ce qui est en train de se passer. Et donc, je dis aux personnes que je réunis, hein, j'ai une grande galerie dans le 7e arrondissement, je les vois, assez facile de réunir un peu tout ce petit monde. Et puis ça inclut vraiment tous les noms que vous connaissez, hein, Gave, Berkoff, Poulain, Murer, Broski, tous, Oudiakova, tous. J'ai identifié et je dis voilà, il faut essayer de bosser ensemble. Mais avoir un objectif simple. Pour moi, le seul objectif qui compte, le seul et unique, c'est que Macron ne soit pas réélu en 2020. Mais le problème, c'est que c'est un objectif compliqué, parce qu'il faut que les personnes comprennent pourquoi c'est le seul objectif valable, alors que tout le monde a tellement d'argent à gagner à ne parler que du Covid, à ne parler que de la dernière interview de Raoult, la petite réflexion de Raoult, et du voyage de Macron à Marseille, et vous savez, toute cette espèce de cinéma qui fait que tous les jours, en fait, vous avez l'impression d'être embarqué dans une farandole de choses qui vous rendent très intelligent, alors qu'en fait, ça vous rend totalement stupide, en fait. Non, mais... Voilà, non, mais dire ça, ça me rend hyper détestable, hein, je le sais, mais je m'en fous. Donc, détestez-moi pour dire ça, ça n'a aucune importance, hein, puisque ce qu'il faut faire à ce moment-là, en 2020, c'est concentrer les efforts pour ne pas avoir à nouveau l'élection d'Emmanuel. Le problème, c'est que eux sont persuadés de deux choses. C'est qu'Emmanuel Macron est le mec le plus con de l'univers, qu'il est un pantin et machin, enfin je ne veux pas... Et que le Covid, c'est une tellement bonne affaire, il suffit de faire des émissions au nom de l'aide aux gens, ils sont tous tellement paniqués, puis il y a quelqu'un qui a... Et il y a des fortunes qui tombent. Vous n'imaginez même pas. Moi, pendant 3 ans, en fait, j'ai jamais rien demandé à personne, parce que je pensais que j'allais arrêter vite, en fait. Donc ça n'avait aucun intérêt de commencer à essayer d'en faire, entre guillemets, un métier. J'étais bénévole, entre guillemets. Je n'avais pas d'idée. Je pensais que d'ailleurs, ils étaient tous plus ou moins bénévoles, enfin qu'ils en vivaient, mais qu'ils n'étaient pas en train de créer des... Je pourrais vous donner des chiffres, mais je ne vais pas vous dire, mais c'est des trucs en centaines de milliers d'euros par an, par personne. Mais aujourd'hui, c'est pire. Et donc, ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas parce qu'ils ont tous leur petite épicerie. Mais la seule chose qui fonctionne, c'est que malheureusement, à l'insu de mon plein gré, je leur ai donné envie de fonctionner mieux en mafia, en fait. Donc, se dit, putain, on peut se renvoyer le truc, les machins, etc. Et là, Macron est réélu. Mais avant sa réélection, il se passe un truc qui... il ne fait pas véritablement campagne. Il y a l'opération spéciale qui est déclenchée en Russie. Et à nouveau, en fait, il y a un clivage très fort qui s'opère de la population. C'est-à-dire, pour le Covid, vous aviez un peu un 80-20, donc 80% des gens qui écoutaient, qui étaient complètement dans le discours ambiant, et 20% des personnes qui l'étaient moins. Mais on se rend compte que si ça avait fonctionné, c'est parce que tout le corps médical avait suivi. Parce qu'en fait, depuis très longtemps, et ça remonte à Rockefeller, etc., la médecine contemporaine est une médecine dans laquelle l'alpha et l'oméga, c'est le vaccin. Le vaccin est censé tout régler. D'ailleurs, les enfants ont 15 ou 18 vaccins. Les 18, 3 x 6. 18, hein, 3 x 6, hein, 6 vaccins. Non mais un vaccin, je veux bien une première injection, une deuxième injection plus tard, mais là, il y en a que je connais des personnes qui en ont fait 5. Oui, mais ça ne s'appelle plus de la vaccination, c'est de la thérapie, génie en fait. Et donc, ça fonctionne. Mais sur la Russie, ça fonctionne encore mieux parce qu'en fait, on a été conditionné depuis tellement longtemps, extrêmement subtilement, par Hollywood, mais par la télé, par tout ça, à voir Vladimir Poutine comme un dictateur. Et là, il y a une logique qui est hyper importante. Je vais vous expliquer comment vous savez qu'en fait,
le truc est pris en main par des consultants en stratégie de très haut niveau, c'est qu'en fait, il y a des phrases qui sont utilisées. Pour le coronavirus, pour vous donner envie de vous vacciner, ils n'ont pas dit c'est la solution, ils n'ont pas dit... ils ont dit ça protège des formes graves de la maladie. C'est le truc le plus vicieux, le plus parfait qui soit. Vous ne pouvez pas être mis en défaut quand vous dites ça. C'est impossible. Parce que si la personne ne meurt pas, c'est génial. Et si elle meurt, il y avait d'autres circonstances. Mais ça ne dit rien d'autre que ça protège des formes graves de la maladie. Et donc, quand vous étiez en débat, et ça a fonctionné à chaque fois, vous aviez Raoult, par exemple, qui était en débat, et tout de suite, en préalable, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça protège des formes graves de la maladie? Et invariablement, parce qu'ils ne savent pas ce que je suis en train de vous dire, ils faisaient une petite concession, ils acceptaient. Bah oui, sans doute. C'est ce que semblent montrer les études cliniques. Sauf qu'une fois que vous avez dit que ça protège des formes graves de la maladie, par translation, il va falloir vacciner les personnes fragiles qui ont besoin d'être protégées contre une forme grave. Et donc vous coincez Raoult et tous les gens qui auraient dû se battre mordicus sur une seule phrase, puisqu'en fait s'ils tolèrent l'idée que ça fonctionne sur les formes graves d'une maladie, alors vous allez devoir vacciner le personnel soignant qui est en contact de gens pour qui une forme grave de la maladie pourrait les tuer. Et donc il faut qu'ils évitent les formes graves. Personne ne leur demande si le vaccin est stérilisant. Il n'y a pas de vaccin stérilisant. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant qui est vacciné contre la rougeole, il peut être porteur de la rougeole et la refiler. Lui, il est vacciné, donc il a eu ce qui était un vaccin à l'époque, c'est-à-dire il a eu une forme sympathique de la maladie, donc qui était atténuée, puisque c'était ça le vaccin, c'était une forme atténuée d'une maladie, donc le corps avait appris à se défendre. Et après, bon, je ne vais pas rentrer dans les débats sur le terrain, les virus, etc. Je laisse qui veut s'étendre là-dessus. Mais là, on a une reprogrammation du corps, c'est-à-dire quelque chose qui programme automatiquement la défense. Et déjà, tous les scientifiques disent, quand on apprend au corps à se défendre de façon privilégiée contre une maladie, ça veut dire qu'en fait, il n'apprend plus lui-même à choisir contre quoi il se défend. Et en plus, il sous-estime, entre guillemets, les autres formes d'attaque qu'il va avoir, ce qui fait qu'on voit des recrudescences de plein de maladies maintenant. Est-ce que c'est lié au vaccin ou est-ce que c'est lié à la reprogrammation du corps qui a appris au corps à agir d'une certaine manière? Encore une fois, je laisse ça à toutes les études. Même les gens qui étaient en rémission du cancer, oui. C'est la flambée. Les gens qui étaient tranquilles pendant plusieurs années, tout d'un coup, plaf, mais ça repart. encore une fois, ce qui est terrible à dire, c'est que cette guerre, elle est perdue. Les gens qui ont été vaccinés l'ont été. Pourquoi ils l'ont été? Parce qu'on est tombé sur une seule phrase. Une seule phrase qui est celle que j'ai dite tout à l'heure. Mais c'est vraiment important de retenir ce que je dis parce que ça fonctionne à chaque fois avec une seule phrase. Ça protège des formes graves de la maladie. Si vous reprenez toutes les émissions de télé, et je suis la seule personne qui vais vous dire ça, parce que vous pouvez écouter 1000 personnes, c'est la première fois que je le dis d'ailleurs, mais invariablement, toutes les personnes qui étaient invitées, par Pascal Praud, par n'importe... Mais est-ce que vous êtes d'accord? Ça protège bien contre les formes graves. Dès que vous avez dit ça, encore une fois, vous justifiez le vaccin. Là, pour Poutine, ça a été la même chose. Vous prenez toutes les émissions. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Poutine est un dictateur? Non, mais vous prenez toutes les émissions. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous soutenez le Hamas? Exactement. Exactement. Mais oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a plein de choses comme ça. Par exemple, il y a quelque chose qui passe inaperçu. C'est, on est la France
on devrait peut-être inscrire dans notre constitution qu'on est un peuple judéo-chrétien. Ça ne mange pas de pain en soi. On se dit d'où ça vient ce mot, pourquoi, c'est tout le temps imposé, on est censé être laïque, alors pourquoi non, en fait ça c'est vraiment important. Mais c'est en fait une pilule empoisonnée de dire judéo-chrétien. Pourquoi? Parce qu'en fait, la structuration même d'être juif, c'est de faire partie d'un peuple élu. D'un peuple où la transmission de la religion se fait par la mère, donc par le sang d'une certaine manière. Donc on a un peuple élu. Ça c'est le peuple juif. Donc il se structure comme un peuple élu. Alors ça n'a pas toujours été vrai, puisqu'on sait que dans l'histoire il y a eu des conversions politiques. Il y a eu des rois ou des personnes qui ont décidé de se convertir. Donc on voit qu'il y avait déjà des petites exceptions entre guillemets à la règle. Mais n'empêche que l'esprit, c'est celui-là. Et c'est extrêmement structurant à l'État d'Israël et à la religion juive. Ça l'est, que vous vouliez ou non, c'est très factuel. C'est ni être antisioniste, ni être antisémite que de dire des choses qui sont factuelles. Pour l'instant, en tout cas, on a le droit de le dire. Mais la religion chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante, orthodoxe, que vous voulez, elle repose sur quelque chose qui est extrêmement différent, c'est le Christ, le Fils de Dieu et de Marie, de qui elle-même est née de l'Immaculée Conception, qui donne naissance au Christ, donc au Fils de Dieu, et qui va être crucifié pour prendre sur lui tous nos péchés, pour nous pardonner, et qui va avoir une résurrection pour nous montrer qu'il est bien le Fils de Dieu. Donc avec, je ne sais pas vous passer tous les détails, mais l'instant de doute, puis en plus les textes religieux sont retravaillés. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, la foi, elle est plus dans la naissance, elle est dans la croyance. Et c'est infiniment plus important. C'est-à-dire qu'on n'a pas en soi quelque chose qu'on peut avoir, qu'on soit un tueur, un voleur, un violeur, un pédophile, etc. On est élu. On peut être n'importe qui, ça ne va pas changer. Alors que là, on est dans une foi qui est extrêmement, qui demande extrêmement de choses. Parce qu'en fait, tel que Moïse présente, il y a les tables de la loi, mais qui ne changent pas la nature de qui vous êtes religieusement. Alors que dans la religion catholique, en fait, tout ce qui est église, excommunion, n'a aucun sens, puisqu'en fait, la seule chose qui compte, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. C'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait. C'est comment est-ce que je suis capable, au moment du jugement dernier, d'affronter, entre guillemets, mes actes. Et donc, on a deux mondes qui sont antinomiques et qui devraient, entre guillemets, s'éloigner radicalement l'un de l'autre. D'autant que l'un a tué l'autre, en fait. Puisque on peut refaire l'histoire comme on veut, mais le Christ, il ne s'est pas lui-même mis sur une croix. Alors, les Romains ont joué un sale rôle, mais c'est un peu l'habitude, en fait, de toujours avoir un autre qui prend le sale rôle. Mais n'empêche que celui qui pousse, celui qui a le sale rôle, qui pousse l'homme de main, c'est les rabbins. Et donc voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église? Il y a un moment très important qui s'appelle Vatican II. Et Vatican II, c'est un moment où il y a une longue réflexion dans laquelle il y a quelqu'un qui s'appelle Benoît XVI et qui, contrairement à tout ce qui a été raconté, est celui qui se bat le plus à l'intérieur contre Vatican II. Mais quand il a fallu se passer de lui, les gens ont dit il était là, regardez, il a laissé faire. En fait, il n'est pas aussi bien que vous le pensez. Parce qu'en fait, tout ça est utilisé dans tous les sens selon les circonstances. Mais il s'est battu contre ça. Parce que disait Vatican II?
eh bien, il disait que finalement, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils étaient hyper compatibles, ce qui n'est pas vrai du tout, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure avec la date que nous, enfin, je ne sais pas quelle est votre religion, mais moi, en tout cas, ma religion, elle commence avec Jésus-Christ, et personne d'autre. Et personne d'autre. Il n'y a personne avant. Il n'y a personne avant. Il faut vraiment avoir ça en tête. Il arrive pour nous dire, je suis désolé, là, je ne veux pas avoir l'air d'être un curé ou un... Mais il arrive pour nous dire la parole de Dieu. Il n'arrive pas pour nous lire l'Ancien Testament et nous dire cette partie de l'Ancien Testament, elle est intéressante, vous devriez... Non, 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 il vient, il prêche, il raconte en fait ce qui lui semble être important, il répond aux questions et il avance, et de là va naître une religion qui s'appelle la religion chrétienne et qui est fondée sur les évangiles, qui sont 4 versions, entre guillemets, de ce qu'a été la vie du Christ, la parole du Christ, et donc la parole de Dieu. Et tout le reste, en fait, n'a aucune importance. Ensuite, en revanche, c'est très intéressant de lier notre religion à la religion musulmane. Mais oui, il y a beaucoup de... Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Christ meurt, il est crucifié, il se passe plein de choses partout. Comme toujours, les humains sont ce qu'ils sont, ils essaient de prendre le pouvoir, ils essaient de pervertir, parce qu'en réalité, il n'est pas arrivé et tout le monde n'est pas devenu amour, pardon, enfin toutes les valeurs, entre guillemets, qui l'apportent, charité, etc. Et arrive Mohamed qui dit qu'il a entendu en fait Dieu lui parler et il a écrit le Coran. Mais lui, il n'est pas un fils de Dieu, il n'est pas... Non, il est juste quelqu'un à qui dit ça. Et il y a ce livre qui s'appelle le Coran qui est écrit. Mais on peut penser ce qu'on veut des musulmans, on peut penser ce qu'on veut du Coran, on peut croire ce que les gens disent du Coran. C'est un livre qui est absolument admirable, qui a résisté au temps de façon incroyable, exactement comme les évangiles, à une critique, à une lecture critique incroyable, et qui a convaincu et qui convainc encore de plus en plus de personnes de rejoindre cette foi. Et pourquoi en fait arrive Mohamed et reçoit ce message? Le Coran cite plus de 25 fois Jésus-Christ comme quelqu'un d'incontestable, Marie, etc., puisqu'ils sont considérés comme les plus hauts prophètes à l'intérieur du Coran. Et c'est pas moi qui vous le raconte, c'est le Coran qui vous le dit, hein. Il suffit de vérifier ce que je dis et de vous en rendre compte. Parce qu'en fait, la religion chrétienne n'est pas capable de se défendre seule face à ce qui est en train de se passer. Et en fait, mon interprétation, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que Dieu parle vraiment à Mohamed, que le Coran reprend véritablement ce qui a été dit. Alors je sais que c'est attaqué de tous les côtés par d'autres religions, par ma religion, par tout ça, etc. Mais ce que je sais fondamentalement, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si les chrétiens et les musulmans ne s'unissent pas, ils sont finis. En tant que religion, en tant qu'humanité, en tant que capable de se battre contre le wokisme, contre le LGBTQ+, contre l'intelligence artificielle, contre la prochaine crise de santé, contre la prochaine guerre, etc. Et donc, comme j'ai été formé dans la stratégie, je sais que si je sais que mon ennemi pourrait s'unir, ben, je vais tout faire pour les diviser. Et ça, c'est vrai depuis l'origine. Mais c'est vrai également, si vous prenez le cas, ceux qui me suivent, j'étais très content de voir Elon Musk et Donald Trump se rapprocher. Puisqu'en fait, depuis bien avant que Elon Musk dise qu'il allait s'associer à Donald Trump, je pensais qu'il fallait qu'il s'associe.
comme d'autres personnes, Xi Jinping, Poutine et Ben Salman. Mais les personnes en fait, qui veulent le mal, ils veulent les séparer. Donc il y a des gens qui œuvrent pour éloigner les personnes qui, si elles se mettent à travailler ensemble, vont faire des choses bien, et des personnes qui font tout pour les séparer. Et donc quand vous voyez en fait, désolé d'avoir eu un côté un peu religieux dans ce que j'expliquais, mais les personnes qui créent structurellement en fait notre envie de détester en permanence les Russes, les Iraniens, les Palestiniens, etc. Ils ne le font pas par hasard, puisqu'en fait, pour les Palestiniens, le vocabulaire, si vous écoutez Netanyahou, quand il venait d'avoir son mandat d'arrêt de la CPI, et il est en direct sur TF1 et LCI, pour nous expliquer qu'en fait, il ne se bat pas contre les Palestiniens qui sont des terroristes sanguinaires, des animaux, enfin, vous avez tous entendu ça. Non, non, il se bat pour sauver l'Occident de quelque chose qui est bien plus terrible que le Covid, que machin, que c'est... en fait, au début, c'est l'islam radical, mais on voit à quel point ça va vite, parce que pour les Palestiniens, au début, c'était les terroristes du Hamas, et puis ensuite, c'était tous les Palestiniens, parce qu'en fait, ils ont élu le Hamas, donc ils sont responsables, ou ils n'ont pas renversé le Hamas. Donc, que vous soyez un électeur du Hamas ou pas un électeur du Hamas, comme vous ne l'avez pas renversé ou que vous l'avez voté, vous êtes tous, et si vous êtes un bébé, de toute façon, vous allez être formé dès 3-4 ans à tirer, donc vous êtes dangereux avant même... et donc, ça permet de tout expliquer. Et donc, cette dialectique, en fait, qui fonctionne là, en fait, on est préparé, on est conditionné à la vivre ici. Mais maintenant, vous imaginez dans la peau de quelqu'un qui est musulman, qui vit dans les banlieues. Vous voyez que c'est comme ça qu'on est en train de vous traiter. Vous avez vécu le 11 septembre. On sait très bien que c'était pas Ben Laden dans une grotte avec des post-it. Il avait un cancer et il était sous dialyse et machin. D'ailleurs, c'était la CIA qui le soignait. Voilà, 2 avions n'ont jamais fait tomber 3 tours. Et puis je pourrais vous en raconter pendant toute la soirée, comme pour la Lune. C'est pas le sujet ce soir, mais on sait très bien que c'est une opération qui est menée de toutes pièces de l'intérieur des États-Unis pour mettre en œuvre en fait une logique type Pearl Harbor, c'est-à-dire de mobiliser le peuple pour avoir un ennemi commun qui est le musulman. Mais tout en disant que, évidemment, on ne fait pas d'amalgame. Attention, non, vous détestez les musulmans, mais non, il faut détester les tyrans musulmans. Et puis après, le tyran, donc les gens qui l'ont élu, donc les gens qui l'ont, des familles des gens qui l'ont élu, mais aussi des gens qui ne l'ont pas renversé, parce qu'après tout, vous voyez, on a toujours eu droit à la même logique. On ne fait pas d'amalgame, surtout quand ça concerne les uns mais pas les autres, mais ensuite on crée une logique qui permet, sans en avoir l'air, de faire exactement l'inverse de ce qu'on avait promis qu'on ne ferait pas. Mais les médias aident, parce qu'en fait, c'est un système de cliquer, en fait, c'est comme une horlogerie. Et ça fonctionne tout le temps comme ça. Et il y a eu un autre terme qui a été... alors c'est peut-être un peu brouillon, mais vous pourrez regarder, et puis on va bientôt faire la pause. Mais il y a eu un autre terme qui a été inventé. Ce terme, il a été inventé dans les années 70. C'est... parce qu'en fait, tout est lié. C'est le droit d'Israël à exister. Vous dites, mais normal, intuitivement, protège des maladies graves, Poutine dictateur, parce qu'il y a plein de choses pour dire Poutine dictateur, il est président depuis tellement longtemps, ça peut être qu'un dictateur. Ah ouais, c'est vrai, vous avez raison. Okay. Donc un dictateur, il faut le renverser. Ah merde, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah si, vous avez dit que c'était un dictateur. Et donc là, vous avez Israël a le droit d'exister. Depuis quand une nation a le droit d'exister? En fait, les nations, c'est des créations artificielles. Une nation n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'est quelque chose
qui a été créé de toutes pièces par les humains pour structurer des relations entre humains. Donc on a créé des relations, des nations. Mais en fait, ce qui aurait dû créer les nations, c'était des cultures, c'était des tribus, c'était des familles, c'était une manière d'être. Mais c'était pas la nation qui était, ou la République qui a le droit d'exister. C'est un individu en fait, c'est un peuple. Et à partir du moment où vous demandez à tout le monde, avant de commencer, est-ce qu'Israël a le droit d'exister? Évidemment, les gens vont répondre très vite oui, parce que si vous répondez, si vous hésitez une seconde, vous êtes déjà soupçonné, et si vous êtes soupçonné, vous êtes condamné. Donc vous répondez très vite oui. Est-ce qu'Israël a le droit d'exister? Attention, hein, je note. Hein. Non, mais c'est arrivé, tout ça c'est arrivé. Israël a existé à cause de la Shoah. Je veux dire, si au préalable on n'avait pas eu des collabos, s'il n'y avait pas eu Hitler, il n'y aurait pas eu Israël. Non mais ça c'est encore un autre débat. Non mais ça c'est vraiment un autre débat. Il faut prendre les. Nous, on peut pas dire oui ou non. Il faut prendre, parce que tout ça arrive déjà après 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans d'histoire. Donc je vous parle de la logique des mots par rapport à notre temps et la guerre qu'on mène. Il y a des guerres qu'on ne mène pas, et là j'essaie de vous expliquer qu'il y a des mots qui arrivent de temps en temps dans le vocabulaire courant et qu'il faut refuser. Mais il faut être capable de les refuser, il faut expliquer pourquoi on les refuse. Si vous voulez qu'on fasse un cours d'histoire très détaillé, c'est pas le sens de ce que je fais aujourd'hui. Là, j'essaie de me focaliser sur l'importance des mots qui tuent, des mots qui emprisonnent. C'est le thème de ce que j'essaie de vous faire aujourd'hui, que j'ai jamais fait. Donc, c'est intéressant, j'espère. Enfin, vous avez l'air intéressé. Mais ce n'est pas vraiment un cours d'histoire, là. C'est vraiment un cours d'histoire de mots. Et il y a eu beaucoup de mots avec Hitler, mais peut-être aussi beaucoup de mots qui ont été créés suite, hein, puisque les seuls mots que vous avez utilisés, c'est des mots qui ont été créés pour dire quelque chose, de quelque chose qui s'était passé. Donc on pourrait débattre de ces mots-là, mais encore une fois, ce n'est pas mon sujet, puisque ça c'est quelque chose qui est acté, entre guillemets, sur lequel on ne peut même pas discuter légalement en France depuis les années 90, puisqu'il y a une loi qui s'appelle la loi Guesso, et qui fait qu'on ne peut pas débattre de certains mots. Donc je ne vais pas me mettre à débattre de mots dont le débat est interdit légalement en France. C'est comme ça. Qu'est-ce que la loi républicaine? Ah oui, bah, si vous reprendrez votre... non, mais c'est important. Parce qu'en fait, les mots permettent de créer des lois qui permettent d'emprisonner des gens qui oseraient parler des mots. Et donc, on a ce mot qui est sur le droit d'Israël à exister. Ce n'est pas le droit du peuple juif à exister, c'est le droit d'Israël à exister. Sachant que pour quelqu'un comme Netanyahou ou un grand nombre de ses ministres, Israël n'existe que dans le cadre du Grand Israël. Donc dès que vous acceptez le droit d'Israël à exister, comme les frontières sur le drapeau sont le Nil et l'Euphrate, c'est pas du tout le même Israël que celui qu'on connaît. Petit 1. Petit 2, le droit d'Israël à exister, c'est un préalable pour pouvoir discuter avec tous les pays. Donc l'Égypte a été le premier, après la guerre des 6 jours, à dire oui, et il a pu récupérer une partie du Sinaï qu'il avait perdu. Et en échange, il a donné ce droit, en fait, qui permettra à Israël de récupérer le Sinaï et de récupérer une partie de l'Égypte, voire plus, s'il décidait d'aller jusqu'à la Libye ou ailleurs. On ne sait pas hein, aujourd'hui quelle est la limite réelle de l'ambition d'Israël, puisqu'il contrôle déjà en Syrie 40% de l'eau potable du pays. Ouais, 40% de l'eau potable de Syrie est contrôlée par l'État d'Israël, et ça ne dérange pas du tout le nouveau gouvernement syrien, au contraire, puisqu'il est même en train de négocier son pétrole au travers de l'Azerbaïdjan pour que pour Israël ce soit beaucoup plus facile de se fournir en pétrole de façon moins risquée, puisque
ça passera directement. Et puis après, quand le gaz va arriver, ça remontera aussi vers d'autres marchés. Donc, le fait de mettre cette phrase, qui est à toutes les sauces, c'est-à-dire depuis les années, même pas à 70, c'est au moment vraiment des accords d'Oslo, où le terme sort. Pourquoi est-ce qu'il sort? Parce qu'en fait, dans cette période-là, et après on fera la pause, vous avez un personnage qui s'appelle Yasser Arafat, qui est extrêmement doué pour la communication. C'est un bon communicant, et on a un cycle dans lequel la parole palestinienne commence à être entendue dans le monde. Et ça devient dangereux, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un narratif unique, on est dans un narratif double. C'est-à-dire qu'on propose aux gens de regarder les deux côtés de la facette. C'est-à-dire on a Yasser Arafat qui est un bon client des médias, etc. Et donc les consultants en stratégie inventent cette phrase: ça protège des maladies graves, judéo-chrétiens, etc., 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 qui va permettre de tuer quelque chose qui aurait pu naître. Et c'est Israël a le droit d'exister. C'est pas Israël et la Palestine ont le droit d'exister. Parce que personne ne vous dira jamais que la Palestine a le droit d'exister. Vous avez entendu quelqu'un vous dire ça? Non, non. Les gens vous disent que la Palestine pourrait être un État. Mais ça ne donne pas la même existence, puisque l'existence, c'est un côté organique, humain, en fait. C'est pas exister, c'est pas être un État. Il y a des pays qu'on connaît tous qui ont existé. La Yougoslavie a existé. Ça n'existe plus. Ça a existé. On est d'accord. Et on a plein de pays qui ont, entre guillemets, c'est pour ça que le mot n'est pas un bon mot, les pays n'existent pas en fait. Les pays sont des étiquettes sur quelque chose qui a été décidé. Et donc, voilà, je continuerai un peu après. Donc, je vous propose, on fait une petite pause. Après, je continuerai, puis après, on fera des questions-réponses. Ça va à tout le monde? Oui, merci. Loud and loud the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land and glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, till freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.